Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonjour à tout le monde. D'abord, on a biso au Bayego Sangana biso Lelo. Lelo est le 18 juin 2022. To Bengisaki compatriotes poto Mekaro Solola na conférence de débat sur actualité au Zolekana Congo et puis biso to présenter Pebino baïdé na biso to sangi sagina baninga pour te proposer une nouvelle classe projet à une nouvelle classe politique na Congo conformément na situation au Zolekana Mboka na biso to moni ke mboka ezo gérame bienté yango to baïno au leto kenda toujours et pas leader politique wana pona ko pesa ba idée to yebi ke ba idée ngo bazwaka ngo en considération te très souvent soyi ba komi na pouvoir ba changeaka attitude yango to baïno problème eza plus na source il y a problème il y a classe politique ne moto eza ça la défaut yango biso to kanisa ito ba été to changer de classe politique donc to kolobela ba point wana lelo mais pour na robandango journango lelo na sir tozana baninga na no bakosala tozana partie à intervention il y a quelques membres au bazana kati ya mouvement na biso tozobenga nouvelle classe politique quelques membres bako intervenir nano sur certains points oyo ba idée na biso ba meka un peu ko partager na bino donc eza parti moro barosala un peu moins analyse il y a situation mboka parti musupeza ba proposition oyo eko permettre mboka etambola malamo donc na yango naza na programme eza moi mukuse parce que mutu oyo va intervenir liboso eza monsieur Dedos ye ako solana biso mambetali décentralisation politique il y a décentralisation na mboka na biso ndenge nini tokoki ko mettre en place rôle na weza nini pourquoi la décentralisation na kati ya mboka na biso na kati ya développe place na weza nini eza wapi na développement ya mboka donc ceux qui a intervenir pour 20 minutes et la suivi na monsieur Kobange oya kolobela biso yaza expert na biso na domaine il y a défense et sécurité donc après ngana roya va intervenir na mambetali politique et développement et puis bandeko mususu pe ba intervenir to pesa programme après donc yango na ngana bengana ndeko na biso Devos aya oza place comme ça à la intervention merci après l'intervention tokokata tokokota pe na ba débat ba tout pe bazana ba idée à opesa ba pesi ba idée oza ba intervention tokokota pe na actualité ya mboka na biso toyebi ne ma omnyo sezo les cas qu'est-ce qu'il faut faire ba idée nini tokokopesa pour permettre biso diaspora maloba na biso eyokana parce que toza filmé vous allez suivi partout maloba na biso et yokana bandeko na biso bayoka message na biso na ba konziamboga na biso merci. C'est vrai, Nangana Sengabino, tous s'élever une minute de silence en mémoire ya bandeko na biso nyoso o batiki biso na mboka na biso o batika o ba zupu tika biso lelo makila na bango ya ba innocent nyoso o eza versé car rapport na cause ya Congo vraiment tous à moi une minute de silence na mémoire na bango. Merci. Monsieur Bedos. Mbote biso bandeko. Bon. Na roloba mouké par rapport à décentralisation.
La Constitution qui a créé en 2006 la Troisième République instaure un système institutionnel où les régions se voient attribuer un rôle pivot dans l'administration du territoire. Cette attribution des compétences par haut n'est, pour l'heure, qu'une réalité de papier. De nombreux textes complémentaires restent à adopter pour donner corps à la nouvelle architecture institutionnelle. Néanmoins, la décentralisation est un principe constitutionnel et les articles relatifs aux régions et à leur champ de compétences traduisent un régionalisme volontaire. Mais pour comprendre cette décentralisation, il importe d'aller au-delà des textes et de la placer dans des contextes historiques de court et long terme. Elle devient plus ambiguë, voire change complètement de sens, au point qu'on peut se demander si cette décentralisation n'est pas en réalité une recentralisation. Le Congo, du temps de Zaïre, avait 9 régions. Nous sommes passés de 9 régions à 11 régions. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à 26 régions. Moi, la question que je me pose, pourquoi 26 régions aujourd'hui? Parce que quand on avait 9 régions, je pense quand même qu'on était unifiés. On est passé à 11 régions, ça allait encore mieux, mais à 26 régions. La décentralisation, elle est bonne, pourquoi? Parce qu'on dote aux entités territoriales la possibilité de gérer leurs entités. Est-ce que, en passant de 11 à 26 régions, ils ont mis les moyens nécessaires pour permettre à ces entités territoriales de fonctionner correctement? Parce qu'on leur a donné une certaine compétence en matière de l'éducation, en matière de ce qui concerne les projets forestiers, en matière économique. Nous savons qu'au Congo, il y a des régions qui sont pauvres. Pas tellement pauvres, mais parce qu'on n'a pas mis les moyens dans ces régions-là pour qu'ils puissent se développer. Donc ça peut être des régions qui peuvent avoir une richesse agricole, mais qui n'ont pas de minéraux. Mais il y a d'autres régions où il y a des minéraux qu'on considère comme des régions riches. Est-ce que le gouvernement central a prévu une méthode pour que les régions pauvres puissent bénéficier de subventions qui peuvent venir aussi des régions riches? Là, j'en sais pas. Bon. Donc, fidèle à la tradition, comme nous les Congolais sommes fidèles, la tradition juridique francophone, la Constitution congolaise confère aux provinces la libre administration et l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, financières, techniques et humaines. Article 3. Elle définit leurs compétences par rapport au pouvoir national en distinguant entre compétences exclusives et partagées. Les compétences relevant exclusivement du pouvoir central sont énumérées de manière limitative par l'article 202, tandis que les matières provinciales sont l'objet de l'article 204. Elles concernent l'organisation administrative de la région, la gestion des personnels locaux, les ressources financières locales, emprunts, taxes, etc. La structuration des services publics locaux, leurs équipements, etc. aussi. Outre l'administration, les provinces se voient confier un rôle éminent dans le secteur social. J'ai dit tout à l'heure la santé,
l'éducation font partie de leurs compétences exclusives. Un rôle secondaire dans le domaine économique. Dans ce domaine, elles sont notamment chargées de l'élaboration et de la mise en œuvre du programme agricole et forestier et des programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d'intérêt provincial conformément aux normes de planning national. Les provinces doivent donc être un secteur économique avec une marge de manœuvre reconnue mais encadrée par le pouvoir national. Au plan social, en revanche, la Constitution innove moins plus que la décentralisation du système de santé congolais remonte à l'époque de Mobutu. Le système de soins nationaux est décentralisé depuis la loi de 1992 qui l'a fait éclater en un appareil administratif dont l'unité de référence est la province, elle-même structurée en zones de santé, ayant leur administration sanitaire propre, par ordre de croissant, ainsi de suite. Donc, nous avons vu qu'il n'y a pas longtemps, on avait déclenché un système pour énoncer le Congo. Peut-être on le fait juste parce qu'on a envie de communiquer à la population, ou soit on le fait pour se moquer de la population. C'était une bonne chose. Ça devait être mis en place il y a déjà une année. C'était le secrétaire, donc le conseiller spécial en matière de santé, qui est le docteur Kamba, qui a ces dossiers en charge. Il est venu, nous avons fait des émissions par rapport à cette couverture universelle santé. On n'en parle plus, les frères. On n'en parle plus. Ça devait profiter à toute la population. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas se faire soigner, parce que dans des secteurs dont nous parlons ici, secteurs décentralisés, il y a beaucoup de points, il n'y a pas d'hôpitaux. Il y a beaucoup de points où il n'y a pas d'ambulance. Il y a beaucoup de coins où il n'y a même pas de dispensaires. Cette bonne chose qui devait couvrir toute la République démocratique du Congo, aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'il y a eu un financement. Comme nous avons l'habitude de le constater chez nous, à chaque fois, quand il y a un projet, il y a financement, après on ne voit plus rien. Si le conseiller spécial en matière de santé du président nous entend en ce moment, je souhaiterais qu'il passe encore à la télévision et expliquer à la population où est passé ces projets. Parce que les gens attendent bien ces projets pour sa réalisation. Je continue. Par nombre de compétences partagées constitue une rémunération électrique, voire baroque, qui ne peut que laisser perplexe ce que sera la répartition effective des pouvoirs entre les centres et les provinces. Le tourisme y côtoie les droits civils et coutumiers ainsi que la sûreté intérieure et l'administration de cours et tribunaux, des maisons d'arrêt, de correction et des prisons définies de façon volontairement vaste et ouverte. Les compétences partagées laissent donc une grande latitude d'interprétation et d'action aux acteurs institutionnels pour construire leur champ réel d'intervention. La Constitution instaure la possibilité d'une coopération interprovinciale, contractuelle, et crée une instance de dialogue entre les gouverneurs et l'exécutif national. Ça, c'est l'article 199, stipule en effet que 2 ou plusieurs provinces peuvent, d'un commun accord, créer un cadre d'harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gérer en commun certains services dont les attributions portent sur les matières relevant de leurs compétences. Bon. Ça, c'est très important parce que nous voyons ici que les provinces, les communes ont la possibilité, à travers l'autonomie financière qui leur est octroyée, de faire aussi des projets. Aujourd'hui, j'ai rencontré
un bourgmestre qui vient juste pour nous contacter, nous de la diaspora, pour ceux qui ont des expertises à apporter, quand il m'autorisera, je pense que non, je communiquerai son emploi du temps pour que, ou bien j'essaierai en sorte que une conférence soit organisée pour qu'il puisse nous dire comment il pense mettre les moyens dans la diaspora pour que la diaspora puisse investir dans sa commune. Mais lui, il est de Lumbashi, donc il travaille pour la commune, sa commune de Lumbashi. Ils ont même des ambulances que la commune a dû acheter à travers l'économie qui leur est octroyée. Ils ont des écoles qui sont en train de construire, c'est la commune qui construit, et un hôpital aussi. Mais j'aimerais que ça se fasse aussi dans d'autres régions, que dans d'autres provinces, pour que notre Congo devienne quand même un Congo fort, parce que nous attendons à ce que les gens qui sont dans les territoires, ils vivent aussi correctement, comme ceux qui sont dans les capitales. Nous voyons aujourd'hui un grand exode rural. La Kinshasa, la capitale, elle est saturée. Pourquoi? Parce que tous les gens qui viennent, ils viennent de provinces, ils viennent de territoires où il n'y a absolument pas, parfois même pas des écoles, disons-les. Parfois, il y a des coins où pour trouver un coca, c'est un grand problème. Il faut venir à Kinshasa pour boire un coca. Donc, nous encourageons cette politique qui consiste à ce que les territoires puissent avoir leur autonomie financière, investir pour stopper cet exode rural dont la population se dirige vers la capitale. Donc pour ce qui concerne la décentralisation encore, le grand problème c'est la non-application de la loi organique qui doit accompagner cette décentralisation. Il y a une loi qui a été votée, la loi 8/016 du 7 octobre 2008, qui demande à ce que la loi organique puisse s'appliquer pour bien gérer les territoires. Nous avons quelques entités qui sont autonomes, qui peuvent créer des sociétés, comme certaines communes dont je vous ai parlé. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo, parce que les richesses ne sont pas réparties de la même façon. Bon, là, je peux terminer par rapport au bilan que moi, je peux dresser de cette décentralisation. Le bilan qu'on peut dresser de la décentralisation en RDC s'apparente à un parcours d'emprunt d'incertitudes liées notamment à la défaillance de l'État. À la lecture de la loi organique du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs apports avec l'État et les provinces, on voit se succéder la mise en place des 3 niveaux de gouvernance. Il y a la gouvernance centrale pour les provinces et les entités territoriales décentralisées qui sont les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. Mais la gouvernance des proximités souhaitée, parce que si on a souhaité qu'on ait une certaine décentralisation, c'est pour qu'il y ait une proximité entre les populations et les entités décentralisées. Je peux vous dire que pour avoir un casier judiciaire, par exemple, si vous habitez la province, il faut venir jusqu'à Kinshasa pour avoir un casier judiciaire. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez quand même compte, pour avoir un casier judiciaire, là où vous êtes obligé de vous déplacer. Si vous êtes en brousse, vous vous déplacez de la brousse
pour venir jusqu'à Kinshasa pour faire un casier judiciaire. Donc je pense qu'il serait mieux que ces problèmes soient pris au sérieux par soi-disant ceux qui nous gouvernent pour donner assez de moyens à des territoires afin de pouvoir exercer la mission qui leur est confiée. Je pense que moi, je clôture par là. Merci, M. Bedos. Donc, dans la question, on va reposer après. Quand on a quelques interventions, après, on a la question, M. Katang a pu rejoindre Bisso, parmi les conférenciers. Tout ça, en général, la dernière fois, tout ça, les conférences, général, à Bisso, mais à un déplacement. Donc, tout ça, en ligne, si vous avez déjà Kolanda Bisso, vous voyez, à intervenir à distance. Monsieur Bedo, ça veut dire qu'il décentralisation ya mboka. Normalement, na kati ya mboka, na lo mpe na lingala, moi résumé kamuke, na mboka nyonso et ça pour y décentralisation ya pouvoir pour se développer. Décentralisation et mieux bageno parce que tous en a ou bien la décentralisation na pouvoir na déconcentration ya pouvoir. Déconcentration et ça m'embêtali administration né tout monde a préfecture ezali borokene bomoni et non na kati ya mairie tous a na service tant sous ya état civil service ya boye donc au nyo c'est ça administration de bien en déconcentration ya pouvoir. Déconcentration à pouvoir et à côté Moussoussou, décentralisation à pouvoir des pouvoir politique. Tout le monde a maire baza élu, conseil général a ça la projet pour na entité naie. Administration et ça na pour na ko asseoir. Il faut administration et ça la bien. Donc d'un côté tout ça na ou bien na ko par exemple dans ce comptable d'État asa na déconcentration à pouvoir, à na administration, et puis tous attendent sous na la ordonnancement ya Robin Sambongo, attendent sous politique, et qu'on attend sous maire adjoint Moroboye, nous en charge ya ça à sali ordonnancement, mais nous Robin Sambongo est comptable, donc ils côté politique, na côté administration. Bilo kwa mi balé est important pour Namboka et Mata. Mais biso na mboka na biso ndenge alobi ba loi ezali depuis 2006 mais des applications ya mamwana et ça la marté. Félix Tshisekedi dernièrement a lancé projet à na habité ceux qui balançaient mais on parlait de projet à 145 territoires pour na et permettre ba territoire et zoaba moyen ya ko se développer. Mais application nango donc est tellement compliqué na ndenge mo que non parce que bah en fait, quand on parle de la décentralisation à pouvoir, il y a une entité, par exemple, département ou commune, basant na ba compétence, na ba moyen na bango. Les timbiso a net aux alaratoromo mairie et na ba taxe nango ezwaka. Oyo l'État koki au gouvernement et à ko toucher en côté. Ba taxe ande au tinda mairie à s'occuper de mamba ba école à bana, ba cantine ya bana, ba crèche, ba blo mo ndengwana. Ce qu'on a mboka na biso pe il faut elokwana et ça la peut permettre ba territoire ba commune et zoapé ba ezala ba moyen nango ezala na ba pouvoir nango parce que ezala ba benga nango ezala na ba nini ba comment on appelle ça ezala ouais nini juridique personnalité juridique. C'est-à-dire qu'ils ont la moins autonomie dans le monde où ils ont non ministre aérotinda aérozambongo wanego salamate. Donc la personnalité juridique na bango et ils ont permettre de fonctionner d'une façon indépendante. Donc ceux qui détournent ça miana justice et golande la bango. Donc ce que eloko wana nde photo tchango na kati ya mboka na biso pour yonde muteza bazolo ba non décentralisation yonde muteza eza nene essor ya développement ya mboka parce que ce que na mboka leti ba États-Unis
Grande-Bretagne, Allemagne, même la France, au moins non, politique, il y a décentralisation de nous permettre Mboka évoluer parce que Mboka nyonso na niveau il y a base, na niveau il y a local, bazan na ba moyen na bango et puis ba tia projet na bango en place pour répondre à nos besoins. Il y a peuple, il y a population na bango, il y a communauté. Donc voilà, c'est un sujet très très important. Na si tozongi la ngwa tambala sima. Donc on a passé parole rapidement à monsieur Kobange. Après monsieur Kobange, na si tozo général, le quoi en ligne. Après général nenga na ko ya ko intervenir. Merci. Monsieur Kobange, on a 20 minutes. Donc je m'appelle Kobange Belenga Pati, président national du parti CNSP, Comité national des salles publiques, membre de la nouvelle classe politique congolaise, spécialiste en défense, sécurité et gestion des crises du titre. Et cela veut dire, étant un analyste en stratégie internationale, je travaille en tant que compérant international dans plusieurs pays et là où nous allons pour recueillir des informations et donner aussi nos avis. Ce qui permet de connaître un peu la géopolitique et la géo aussi diplomatique du pays, comment le monde fonctionne aujourd'hui. Sans cela, nous ne serons pas en mesure de comprendre certaines choses, ce qui se passe chez nous, par exemple. On peut dire des choses que non, bah voilà, le Congolais, c'est un pays malchanceux, on nous attaque, on fait ceci, mais or, sans la stratégie de domination, parce que je vais arriver là, sans la stratégie de domination, parce que tout peuple est convoité, au fait, est convoité par rapport à son voisin. Comme ici, hein, c'est clair, d'une manière naturelle, nous parlons de la Belgique et de la France. Comme nous avons parlé aussi de l'Allemagne et de pays européens. L'Allemagne voulait se développer et il a eu le goût, hein, l'appétit de prendre tous les États, tous les pays, pour en faire, il voulait faire un grand pays européen qui faisait comme Napoléon avait fait dans les temps, la France, prendre aussi d'autres pays. Et être analyste en stratégie internationale, c'est une personne qui dispense les connaissances fondamentales sur l'environnement stratégique, les enjeux de défense et les nouvelles problématiques de sécurité, tout en apportant une méthode de travail et des techniques de gestion des crises permettant d'anticiper, gérer, planifier ou communiquer en situation de crise, comme dans l'état aujourd'hui de notre pays. Si le président de la République pouvait écouter au moins les gens qui sont à l'extérieur, parce qu'on se connaît bien de toute façon, on se connaît, il sait qui je suis. Mais malheureusement, c'est ce que je disais, à la fin vous allez comprendre, que nous avons toujours tendance à se dire que non, moi je suis plus supérieur que l'autre. Comme je suis ministre, je suis arrivé donc en fin de soie, les autres qui sont restés ne valent rien, au fait. Or, vous allez voir aussi dans ces résumés que j'ai mis, c'est-à-dire que l'État, dans des pays comme la France ici, quand on trouve que non, vous êtes intelligent, on vous récupère et on vous met dans un fichier des hommes, des élites de ce pays. Or, chez nous, ça n'existait pas. Plus tu es intelligent, plus tu deviens ennemi. Ennemi de telle personne. Parce qu'ils savent que, ah non, celui-là, il est plus intelligent que moi. Si même il s'approche ou je vais voir le président pour lui parler de tel problème, non, si le président le voit, donc il va le prendre à ma place. Or, ici, nous parlons de notre pays. Tout le monde n'est pas
n'est pas assoiffé du pouvoir ou d'honneur d'avoir un poste ministériel. On m'a proposé plusieurs fois, même vice-président de la République à Kinshasa en 2006, j'ai refusé. Ministre de l'Intérieur, j'ai refusé. Et il y a beaucoup de propositions qu'on m'a faites, j'ai refusé jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, les gens qui sont là, ils me connaissent. Je leur ai proposé certaines choses et s'ils en ont profité, tant mieux. Mais s'ils ne veulent pas profiter, c'est le pire que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines choses, nous qui sommes aussi, nous avons la facilité de nous introduire dans des officines, là où il y a certaines choses qui se traitent, il y a certains dossiers qui se traitent, et nous avons la possibilité qu'on nous pose peut-être certaines questions. Vous, en tant que Congolais, que pensez-vous de votre pays? Très souvent, on me reproche, c'est pas question que me reproche, mais on parle surtout des critiques sur le Congo. Il n'y a pas de bons hommes, il n'y a pas question même de leadership, mais des gens qui pensent réellement à leur pays. C'est la carence. Aujourd'hui, cette génération ne pense qu'à leur propre intérêt personnel, au lieu de voir la nation tout d'abord. Je félicite nos parents, nos grands-parents, nos vieux qui étaient avant nous, nos pères de l'indépendance. Ce qui se passe aujourd'hui, eux, ils n'ont jamais pensé même à l'esprit un jour de brader un centimètre ou collaborer avec l'ennemi du pays. Mais notre génération, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pourquoi on peut arriver jusqu'à ces points. C'est-à-dire que trahir la nation, la patrie, c'est ce que Dieu t'a donné. À part ton pays, à part le Congo, on n'en a pas d'autres pays. On est ici en France, mais ce n'est pas notre pays. La preuve, si on te met avec un Français, et toi, que tu es la nationalité française, par rapport à un vrai Français, on prendra le vrai Français avant toi. Alors, cette notion, nous l'avons perdue comment? C'est là aussi je vais arriver. Comment nous avons perdu l'essence de notre nation, l'essence de la patrie? Comment est-il arrivé? Parce que nous avons vécu 32 ans de paix, 32 ans de règne, d'honneur, de dignité. 32 ans parce que nos pères là, que certaines personnes critiquent aujourd'hui, n'ont pas fait ce que nous faisons aujourd'hui. On peut critiquer, personne n'est parfait. Mais nos pères là, ils ont refusé. On parlera de vieux Chichi, combien de fois on lui a donné le pouvoir. Mais pourquoi lui refuser? Vous allez dire que non, il refusait parce qu'il était incompétent? Non, parce qu'il voyait les enjeux. Il voyait des choses qu'on pouvait lui demander de faire, qu'il lui ne pouvait pas, et donc il esquivait. Il esquivait les choses. Et il laissait Mobutu à la place là. Parce que Mobutu, comme il était là, il est resté là aussi longtemps, parce qu'il était peut-être quelqu'un qui s'est dit, bon ben, comme on dit en lingala, Tchamutubakata, en fait. Hein? Donc, si vous voyez, mais les restes, je vous dis, si Mobutu est resté 32 ans, c'est parce que dans cette sphère politique, les gens ne voyaient que Mobutu. Ils ne voyaient pas d'autres personnes, ils ne voyaient que Mobutu. Et lui-même l'a dit, après moi, c'est le déluge. Parce qu'il savait. Et la preuve, nous connaissons maintenant les déluges, parce qu'il n'y a aucun Congolais qui pense réellement à la nation. J'ai fait l'exemple, j'ai fait beaucoup d'exemples en ces termes-là. J'ai invité beaucoup de personnes dans des services, là où je travaille, mais vous voyez que quelqu'un qu'on peut considérer comme je ne sais pas, un responsable, un ministre, un général, pour juste question de notre pays, mais quand il est en face de la personne concernée, c'est qu'il va vous sortir
Vous n'allez même pas vous rendre compte. Vous n'allez pas vous rendre compte. Une fois, je suis allé à Kinshasa. Je ne vais pas parler de militaires parce que c'est aussi sensible, mais je vais parler d'un civil pour voir comment les pays étaient dirigés. Après Mobutu, l'essence de la nation n'existait plus. Je suis allé à Kinshasa, j'ai vu, je cite ce nom, parce qu'il m'a énervé à la fin de compte. Bitakwira. Il était ministre durable, quelque chose comme ça, de développement durable. Or, vous savez les problèmes sensibles qu'on a à Kinshasa, les déchets organiques, tout ça, il y avait question de ramener une usine à partir d'ici, la France. On démonte l'usine ici, on amène l'usine à Kinshasa. On crée des stations, on peut appeler ça des stations de recueillement de déchets. D'unité de déchets. Oui, Pascal il connaît. Pascal, il est là. Et à cette époque aussi, j'ai pu avoir une invitation pour lui, qu'il vienne officiellement. Et il allait rencontrer son homologue qui était Hulot. Voilà, Nicolas Hulot. Alors, qu'est-ce que Nicolas avait prévu? Qu'on aille dans le haute Seine maritime. Il y avait des bateaux qu'il allait donner, des bateaux de pêche, et faire une coopération entre le Congo et la France pour la formation des éleveurs de vaches laitières. Pisciculture, vaches laitières et tout ce qui est agriculture. Je vais là-bas, les types, je lui dis tout ça, bon, je parle, il me reçoit dans son cabinet, tous les tralala, je rentre ici, on l'attend, les types ne viennent pas. Pendant que le calendrier était déjà bouclé. Il ne vient pas. Et pourquoi il ne vient pas? J'ai entendu parler de ça plus tard. Il dit non. Ah, le Pati là, on a checké sur lui. C'est un ancien mobutiste. Vous voyez comment notre pays était géré. Puisque je suis mobutiste, et moi je ramène quelque chose pour mon pays, pour l'avancement de mon pays, mais ces gens-là, ils disaient que non, c'est un mobutiste. Et aujourd'hui, il péronne un peu partout, il dit des choses, tout ça. Mais ce sont des gens qui n'ont aucune valeur. Il était ministre, moi je suis toujours simple citoyen, mais j'ai plus de valeur que ces genres de personnes. Parce que je cherche le bonheur de la population, du peuple congolais, de mon pays. Si à l'occasion, j'ai une occasion comme ça, je le ferai encore. Je l'ai fait récemment avec Trump. Je l'ai fait, l'Agora. Qui c'est qui est parti aux États-Unis pour traiter les dossiers Agora? Je suis allé là-bas, j'ai traité les dossiers Agora, et là-bas, ils étaient surpris. Oh non, le Congo est revenu à l'Agora. Non, c'était une question que Trump voulait refaire, créer le commerce transatlantique entre l'Afrique et les États-Unis. Et comme pays pilote, c'est le Congo. Toutes ces choses-là, je ne peux pas dire des choses comme ça, tout ce que je fais, à l'occasion, là où je me trouve, si l'occasion me présente, je fais toujours quelque chose pour mon pays. Cette notion d'aimer notre pays, ce n'est pas tout le monde. On voit aujourd'hui, quand on veut parler du Congo, on ne voit pas des gens. C'est partout, on nous critique à cause de cela. Je suis allé à la Maison Blanche et je passe au House of Peace, donc comment je vais dire, na ONU. On me présente, on me dit, écoutez, voilà justement comme tu es là, on va te présenter tes collègues qui travaillent avec nous depuis longtemps. Vous savez qui c'est qu'on me présente? Un Rwandais. Je dis, c'est lui, c'est mon compatriote. Un Rwandais.
Et vous savez ce qui se passe chaque année aux États-Unis? Chaque année, les États-Unis appellent les enfants de 10 à 14 ans pour des stages diplomatiques à l'ONU. Chaque année. Mais qui c'est qui vont là-bas? C'est des Rwandais. Alors quand on veut parler de cela à nos gouvernants, non, ils pensent que non, toi, je ne sais pas. C'est pour cela, moi je m'appuie à la nouvelle classe politique. Je mets mon dévolu à la nouvelle classe politique. Des gens intègres, des gens conscients, qui veulent vraiment, réellement changer ces pays. Parce que s'il n'y a pas on ne change pas, on ne révolutionne pas une nation avec une multitude de gens. C'est juste une poignée de gens qui peuvent révolutionner les choses. Intellectuellement, on peut créer, on peut faire une révolution intellectuelle. Hein? Vous savez, ici, si le roi a été décapité, c'était pas par les âmes, mais c'était par les gens conscients, les gens qui ont voulu qu'il y ait un changement. C'est de la même manière qu'on peut changer notre pays. Voilà. Donc je voulais dire cela pour essayer d'avancer. Donc, dans le jargon de la défense, on lui accorde le niveau 7 comme bac plus 7, plus 5, plus 2 années d'expérience. Dans 2 années d'expérience, vous allez comprendre, ce n'est pas facile, c'est beaucoup de choses là-dedans. C'est-à-dire que vous devez apprendre tout. Vous devez apprendre tout, de ce qui est sécurité, c'est ce qui est militaire. Donc vous devez apprendre tout. Donc vous devez être formé pour des situations difficiles. Et vous devez aussi aller participer dans des situations difficiles. Voilà. Donc c'est des choses comme ça. Je ne peux pas me vendre pour des cacahuètes chez moi. Je ne peux pas aller, je ne sais pas quémander, je ne sais pas un poste pendant que j'ai un travail que je me retrouve vraiment tranquillement, et je le fais aussi pour aider d'autres pays, d'autres communautés, et surtout mon pays, que j'aime plus que moi. Dans les relations internationales, avec la spécialisation en stratégie et la diplomatie en temps de guerre, nous donne encore plus de matière pour maîtriser la géostratégie et la géopolitique internationale. Dans l'administration policière, parce que j'ai fait aussi toutes les préfectures et les commissariats pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, dans l'administration policière, c'est un atout pour connaître les méandres et les mécanismes de fonctionnement de la territoriale, c'est-à-dire de l'identification de la sécurité intérieure d'un État, demande la maîtrise des acquis des renseignements. Enfin, la criminologie, c'est mon dernier verrou, parce que là, j'ai un bouquin comme ça, je n'arrive pas à terminer parce que je suis un peu fatigué. La criminologie scientifique est un passage obligé pour ceux qui souhaiteraient opérer dans les enquêtes internationales, évoluant dans les systèmes de services d'État ou paramilitaires. Avec un tel cursus sur la défense et sécurité, nul ne peut nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de Congolais qui n'ont pas compris exactement ce qui se passe depuis plus de 2 décennies en République démocratique du Congo. Voici, chers compatriotes, distingués invités, le mal qui ronge le Congo commence depuis bien longtemps, avant même l'avènement de l'AFDEL. Ça, vraiment, il faut remonter l'histoire. Celui-ci est caractérisé par la déchéance de services de l'État. Avec les 32 ans d'accalmie, donc la paix, les Zaïrois avaient perdu le sens du risque et étaient devenus cyniques. Personne ne soupçonnait que le pire pouvait arriver. Vous savez, quand vous vivez dans un État où il y a beaucoup, depuis l'indépendance, les rébellions,
toutes ces choses-là, nous avons vécu cela. Et après 32 ans, et ça nous a fait comprendre que non, on a maîtrisé la paix chez nous. Or, pendant qu'on se disait, on a maîtrisé la paix, il y avait l'ennemi datant toujours qui travaillait pour un jour nous récupérer. Et nous allons le comprendre, récupérer et faire ce qui nous arrive aujourd'hui. Bien avant l'avènement de l'AFDEL, il y avait à cette époque un grand travail d'infiltration et de sape de l'ennemi qui était opéré dans les milieux oligarchiques du pays. Vous allez comprendre pourquoi Mobutu était là, mais c'est que les Congolais parlent deux fois, mais nous parlons de ça à la volée, mais il faut entrer maintenant pour comprendre comment ça s'est passé. De l'AFDEL, la gabégie, le clientélisme, le régionalisme ainsi que le tribalisme ont pris place. Je vais maintenant essayer de différencier les deux choses. L'époque de Mobutu et l'époque Kabila, le père. Le père, il n'a pas fait longtemps, mais c'est un brave homme. Malheureusement, on l'a perdu. Mais le fils, quand il est venu, il a fait la stratégie de domination. C'est applicable. Kagame, là où il est, il a fait les mêmes études que moi. À Southford, il a fait les mêmes études que moi, la stratégie. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Depuis longtemps, il fait ce qu'il faisait. Ce n'est pas un hasard. Si on arrive aujourd'hui à être un petit, on dit toujours les petits pays, Rwanda, nous colonisent, nous ceci. Non, c'est quelque chose qu'ils ont travaillé. Qu'ils ont travaillé là-dessus. Donc, devenu une coutume normalisée par le système de Joseph Kabila, 22 ans durant sous un régime de détérioration systématique des acquis de la Deuxième République qui était pour nous le socle de la cohésion et l'unité nationale, selon les accords de Lemera. Vous savez, nous tous, les accords de Lemera. Les accords stipulent bien, quand nous allons arriver, il faut écarter les élites congolais. Il faut prendre 300 km d'un État. Il faut prendre les faibles, les gens qu'on a manipulés, qu'on appelle les collabos. C'est eux qui feront le service, qui feront le travail pour nous. Et nous sommes tombés dans ces pièges-là. Kabila, on ne connaît même pas d'où il vient, mais il s'est retrouvé président de la République pendant qu'il y avait des éminents professeurs, il y avait des éminents, il y avait des gens qui pouvaient dire non, 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 non. Et en plus, à l'époque, il y avait un président de l'Assemblée nationale. Il y avait un président du Sénat. Vous voyez comment les choses se sont passées. Mais inaperçu, ça nous a échappé comme ça. Après ce travail minutieux sur le comportement des Zaïrois, les ennemis ont compris que les Zaïrois congolais sont des gens faibles devant l'argent et ils en cherchent pour faire la fête. D'où ce sobriquet de BMW, Beer Moving Woman. Donc ils savent que le Congolais c'est un type faible. Un Congolais est capable de vous vendre pour 10 $. 100 $, un Congolais vous vend. Un Congolais veut que ça soit moi, comme aujourd'hui, bon, les titres de président et tout donné à tout le monde. Tout le monde veut devenir président de la République. Et si je parle aujourd'hui, je vais parler ouvertement. N'en déplaise à ces gens, nous avons besoin de tous les Congolais conscients, au fait. Nous avons vécu avec un monsieur qui est mort, enterré ici au Champigny, ici, que tout le monde connaît, le président de la Pareco et tout le tralala. Moi, je peux vous démontrer que ce type-là, c'était un collabo.
Vous voyez, le monsieur qui était là à Pareco, avec un autre qui habite Amiens, Frédéric Boyenga, ce sont des gens qui se sont présentés devant la diaspora comme étant des leaders. Hein, des leaders de l'opposition, le père de combattants, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais je vous dis que ce type-là, il est mort, mais c'était un collabo. Il travaillait pour le gouvernement qui était en place. Kabila. Vous voyez tout, je vais vous dire ici, vous voyez tous les généraux de l'époque de Mobutu, je vais vous dire ici, tous les généraux de l'époque de Mobutu, si un d'eux vous appelle, venez ici, on va faire ceci, on va faire cela, n'y allez pas. Ce sont tous des collabos. Ils sont payés chaque mois par les régimes là. Je ne sais pas si aujourd'hui Félix continue toujours, mais ils sont payés. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a une caisse. Une caisse, quand on devient général, c'est une institution. Un général, c'est une institution dans l'armée. Je vais expliquer ça. Il y a une caisse qui arrive des États-Unis qui donne aux généraux qui ont exercé pendant un certain temps, ils ont droit à une rémunération. Aux États-Unis, ils font ceci. Quand vous sortez comme général, ils vous donnent de l'argent pour que vous créiez, comme les généraux là, normalement, ils devaient, avec l'argent qu'ils reçoivent, ils devaient normalement créer des centres de formation et tout ça par leur expérience. C'est comme ça que nous voyons ici, nous voyons aux États-Unis, il y a beaucoup de lobbying. On parle de général Xtel, il a fait guerre du Vietnam, il a une fondation, on leur donne de l'argent pour cela. Alors, j'attire votre attention, n'allez plus dans ce sens-là. Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le et ne soyez pas nombreux, parce que le Congolais n'est pas encore préparé à faire des grands coups, à des grandes surprises. Le Congolais se dévoile. Le Congolais se donne pour rien. On te donne quelque chose, l'argent dans un bar, le Congolais dévoile tout. Et vous allez voir ici, à l'époque, je dis, à l'époque de l'infiltration du régime de Mobutu, nous avions des femmes rwandaises. Il y avait une série de femmes rwandaises qu'on a même chanté, des Leni, de tout ça, à l'époque, des Rwandaises, tous ces gens, et les autorités du pays importaient les femmes rwandaises qui venaient, hein, je vais m'arrêter, c'est très important, qui venaient et épousaient les hommes politiques, les hommes d'État. Tous, je dis bien tous. Tous avaient une femme rwandaise. Tous ont eu des enfants avec des Rwandaises. Donc il faut faire très très attention. L'infiltration, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est depuis. Et lorsque toutes ces choses-là étaient déjà, ils ont cassé l'armée. Les généraux sont devenus de commerçants. Ils ont vendu du matériel militaire. Ils ont vendu tout ce que l'armée possédait. Vous savez, les phases, c'était l'armée qui avait d'ordre Staline. Il y en avait 6. Les batteries, là. C'était la première armée en Afrique, là, d'en avoir. Mais, lorsque les Rwandais sont venus, heureusement, les tacticiens, ils avaient enlevé, il y avait comment on s'appelle, les fusibles. Avec ces fusibles-là, vous ne pouvez que l'avoir là où on l'a fabriqué. C'est pour ça que le Rwanda n'a pas pu l'utiliser. Ils n'en ont pas là. Donc j'avance et je vais écourter
pour que vous puissiez un peu comprendre. C'est les temps, mais c'est très important que je puisse en parler. Hein? Donc, je vais parler de l'armée, rapidement. Je vais parler de l'armée, je saute d'autres choses, je vais parler de l'armée. Quelle armée pour la République démocratique du Congo? Une armée républicaine est constituée de toutes les couches de la population d'un pays adhérant massivement et volontairement pour défendre les causes nationales de la patrie. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'armée, si tu ne parles pas swahili. L'armée, aujourd'hui, même là avec Félix, c'est pareil. On prend les balouba, on place. On dit non, prenez les gens de l'Équateur parce que ce sont des guerriers pour faire ceci. Non, niet. Dans le brassage, on a autorisé le brassage, le mixage de toutes les rébellions, les rebelles et tout ça. Mais les soldats aguerris, ex-phase, les soldats de MLC n'ont jamais été récupérés dans notre armée. Voici la faiblesse. Pourquoi ils ont été mis à l'écart? Parce que Kabila ne pouvait pas, ou les gens qui pilotaient le complot sur le Congo, ne pouvaient pas tolérer que les ex-phases reviennent parce que les ex-phases ont eu le temps d'étudier dans des académies militaires et ils étaient bien formés. Voilà, donc l'armée républicaine. Je vais maintenant parler ça comme un résumé pour ne pas prendre tout le temps. Donc, une armée a tout d'abord, parce que c'est comme une pyramide. Il y a les sommets et puis il y a en bas. Celui qui est chef d'état-major général, c'est lui qui a l'ordre, c'est lui qui a le pouvoir d'une armée. Et en bas, le soldat ne fonctionne que par ordre. Le soldat est quelqu'un qui est fomenté par l'ordre et discipliné. Même, vous voyez même le défilé. Le 30 juin, là, on va assister à un concert de Wenge et tout ça, au lieu d'un défilé. Les parades, vous savez, les parades même dans les camps, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que les parades, c'est des exercices qui donnent encore l'affinité à une armée. Quand les gens sont manipulés, dans ces sens-là, je dis manipulation, c'est-à-dire qu'on vous donne l'exercice de manier les choses avec un collègue à côté, donc vous connaissez les changements des armes et toutes ces choses-là, vous devenez de plus en plus redoutable. Or, cela n'existe plus chez nous. C'est nous, ça n'existe plus. Les rebelles sont devenus des généraux. C'est des gens qui n'ont rien compris de l'armée, mais c'est eux qui nous dirigent. Vous comprenez? Donc, je saute. Je vais poser maintenant des questions sur ce que nous devons connaître de notre pays. Je parlais sommairement de l'armée. Donc, nous n'avons pas un chef d'état-major général. Si je parle de Mbala, qui est là aujourd'hui, parce que je connais bien. Des fois je parle avec Pascal, il connaît ce que je parle de lui. Donc, il faut que le président de la République mette quelqu'un, un autre chef d'état-major général. Mais ça sera aussi un acte stoïque. Donc, c'est-à-dire que c'est une révolution en fait. Il faut qu'il s'élève pour dire que non, je ne veux plus Mbala, je mets quelqu'un d'autre. Sinon, il ne pourra pas le faire. Ça, je vous l'ai dit. Il aurait fallu qu'on change Mbala en février, mais tac, niet, il reste là. Il est resté. Mais moi, je l'ai dit comme ça, s'ils me suivent, si les gens me suivent, pour dire que non, pendant qu'on disait niet qu'il reste là, moi, j'étais là, à côté. J'étais à côté. Donc, il y a des choses comme ça, nous ne devons plus tolérer. Nous parlons maintenant pour notre pays. Alors, voici quelques questions. De la défense et sécurité dans un État. Je vais aller. La stratégie de défense et de sécurité nationale aujourd'hui
définie grâce à 5 grandes fonctions stratégiques. Connaître et anticiper. Prévenir, dissuader, protéger, intervenir. Dans ces cadres, le rôle du ministère de la Défense et de l'Intérieur est d'assurer la protection du territoire, de la population et des intérêts des Congolais. Est-ce que chez nous, nous avons un ministre de l'Intérieur? Est-ce que chez nous, nous avons un ministre de la Défense? Posons-nous la question, c'est réel. Bon, est-ce que nous avons un ministre de la Défense? Est-ce que nous avons un ministre de l'Intérieur? Ça n'existait pas. Donc ce sont des choses que nous révélons, que le président de la République, il doit profiter de ces mouvements populaires pour changer toutes ces choses-là. Donc c'est la question que nous devons poser. Il ne faut pas se voiler maintenant les choses. Hein. Est-ce que nous avons un ministre de la Défense? Est-ce que nous avons un ministre de l'Intérieur? Ça n'existait pas. Est-ce que nous avons un chef d'état-major général? Niet. Ce sont des noms. Mais ça n'existait pas. Bon. J'arrive, mon frère, j'arrive. Voilà. D'emblée, on constate la différence fondamentale. Hein? La défense est une action déclenchée pour parer une menace, alors que la sécurité est le sentiment d'un État dans lequel se trouve le sujet. Le sujet, c'est la population, en fait. Si nous voulons garantir la paix, il faut que le ministre de l'Intérieur commence déjà à garantir la paix. Si le ministre, moi j'ai vu un ministre, c'est un ami qui était là, ministre de la Défense, il n'a même pas pu déplacer un gendarme de son poste de SIAT à un autre. Aucune ordonnance, j'ai dit. Aucune ordonnance de la police. Vous voyez comment notre pays est dirigé. Donc ces gens-là n'ont rien à faire. Ils ne peuvent pas avoir une décision nationaliste pour notre pays aujourd'hui. D'où l'intérêt de notre comment je veux dire, corporation, nouvelle classe politique congolaise. Il faut des gens déterminés à dire des choses comme ça, des gens qui sont capables de relever le défi. Sinon, autrement, notre pays, nous allons sombrer toujours dans cette situation de décennies, encore des décennies. Ça ne demande pas que tu sois Mukongo, Muluba, Mungala, Muswahili, non. Pensons pays, pensons nation. Arrêtons le fanatisme. Arrêtons le suivisme. Arrêtons de dire que non, parce que je suis Muluba, je dois supporter Félix. Mais si Félix était... Je vous dis, moi j'ai été à Mbujimaï. Tout le monde le sait. J'étais à Mbujimaï. À l'époque encore, il y avait encore des diamants. Les gens, vraiment, tu viens, les gens t'accueillent. Il y avait un frère là à Nice qui m'a accueilli. Il m'a donné même de l'argent pour rentrer. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas aller à Mbujimaï. Alors maintenant, à Mbujimaï, là-bas, il y a la crise. Mais à Kinshasa, nos petits qui sont là-bas, parce qu'ils ne connaissent pas, on leur a acheté des motos et tout ça, et des wewa, et ils font comme ça parce qu'on leur a acheté, on leur a donné quelque chose pour faire le travail. Arrêtons cela. Nous devons nous retrouver. C'est notre pays. Quand quelqu'un vole 300 millions, donc il a volé ta vie. Il a volé ton développement. Il a volé... Comment on peut dépenser des milliards et pendant que le peuple est là pour regarder? Il faut savoir que l'argent qu'on dépense, ou la présidence dépense, c'est ton argent. C'est ton argent. On ne peut pas faire des dépenses comme ça. Les députés sont payés, je ne sais pas, 15 000 $. Et les sénateurs, je ne sais pas, 45 et tout ça. Mais vous êtes là, on est là, on regarde.
Il faut une révolution en ces termes-là. Voilà. Merci beaucoup, M. Kobangé. On va tout changer peu moins rythme mouké, tout zonon bazapé en ligne parce que quand on a un dossier vraiment sensible, tout ça en général Odon Zamarati Azan en ligne Nabiso, il fallait Azan Nabiso, mais compte tenu à Yanine et à Azan voyage dans Libanda Mboka, il fallait qu'il y ait normalement hier, mais avion et retard. Donc, à quoi intervenir nous sur le dossier à Est et à Congo, à expliquer profondément parce qu'il y a un général dans FARDC, à la Est. Général, n'a pas su parole. Bonsoir, je ne sais pas si vous pouvez me dire à Paris. J'interviens à partir de ma chambre d'hôtel ici. Je suis en déplacement à Cotonou. Vraiment, je demande de m'excuser beaucoup. Je voulais être là. J'ai écourté mon voyage au pays pour essayer d'être là, mais avec les aléas, voilà, les transports en Afrique, ça ne m'a pas permis. Mais nous allons parler quand même, comme je suis là, nous allons parler de l'actualité, même si elle est mauvaise, parce que notre pays est agressé. Nous disons que sans l'humiliation infligée aux Allemands par le traité de Versailles, Hitler ne serait jamais entré dans l'histoire. Donc, ce que le Rwanda nous fait subir doit nous donner un sursaut d'orgueil, doit nous donner la force de nous regrouper, d'être ensemble pour essayer de trouver des solutions pour que cette situation ne perdure pas jusqu'à l'autre génération. Nous devons mettre fin à cette humiliation que les Rwandais nous imposent à chaque fois. Et les revendications de ces fameux M23, nous allons parler de l'actualité, et parce que ça tient à cœur à tout le monde. Nous allons parler de l'actualité. Le M23, on ne réussira pas à le mettre sur la table pour discuter. La discussion que le M23 cherche, c'est seulement un alibi. Et chaque fois qu'on sera sur la table avec le M23, il cherchera toujours autre chose. Parce que le complot pour agresser notre pays n'est pas décidé à Kigali ni à Kinshasa, mais c'est dans le plus haut sommet du monde qu'on cherche à ce que notre pays soit balkanisé et que le Rwandais, celui qui n'a pas une place ici sur la terre que Dieu a créée, puisse trouver un territoire. Et ce territoire, c'est le sud Kivu. Dans le sud et le nord Kivu, c'est là où on cherche, où on va casser les Rwandais. Et les Nations Unies, la MONUSCO qui est là depuis 1999, avec 22 000 hommes, armes à la main, hélicoptères, machines, chars de combat, ils n'ont jamais réussi à arrêter ne fût-ce qu'un seul conflit. Un président qui est mort là-bas par coup d'État, ils étaient présents, on a été agressés partout, ils sont là, le RCD est venu, le M23 est là, le MLC est là, et tout ça s'était créé quand les Nations Unies étaient présentes au pays. Alors, si vous regardez la Somalie, la Bosnie, le Rwanda, le Congo, les Nations Unies ont échoué par c'est tout ce qu'il a fait. On ne peut plus compter sur eux. Et maintenant, si vous regardez les revendications du RCD, du M23, c'est-à-dire ils demandent le respect des accords conclus avec le CNDP. Le CNDP, c'était Laurent Kunda qui était là. Mais eux, de M23, ils demandent qu'on puisse respecter ces accords. Et quels sont ces accords, mes chers compatriotes? Ils cherchent un nouveau modèle de découpage territorial. Ça, c'est leur première revendication. Et ils l'ont obtenu. Parce que Kabila, avec Roubero comme ministre de l'Infrastructure, non, ministre de décentralisation, ils ont réussi à émietter notre pays. Jusqu'à ce qu'ils ont réussi à trouver un territoire pour les Rwandais qui s'appelle territoire de Moulengi, de Minembwe.
Curieusement, ce territoire a 26 000 km² comme le Rwanda. Même dimension avec le Rwanda. Leur deuxième revendication, ils cherchent le retour des réfugiés rwandais. Qui se trouvent où ces réfugiés rwandais? Ils se trouvent au Rwanda, chez eux. Mais ils cherchent que nous puissions les récupérer chez nous. Avec les déplacements internes. Ils cherchent l'intégration des forces du CNDP dans l'armée. Déjà en 2009, en 2012, ils ont réussi à mettre 10 000, mes chers amis, ils ont mis 10 000 militaires dans notre force armée zaïroise, notre force armée congolaise. Ils ont mis 10 000, donc ils ont réussi ce qu'ils voulaient. Et quand le président Kabila, qui n'a pas accepté de les mettre, de donner le contrôle dans certains postes certains postes de commandement, 6200 sont restés, 3800 sont entrés en guerre et ils ont formé le M23. Maintenant, là où nous vous parlons, nous avons 6200 hommes ici de CNDP qui sont dans notre armée et ils sont officiers. Et la majorité de ces gens, c'est des Rwandais. On ne peut pas dire que tout le monde est Rwandais là-bas, mais la majorité des gens, c'est des Rwandais. Et ils sont maintenant dans notre armée et ils dirigent. Est-ce que ces gens ont abandonné Laurent Nkunda, leur chef qui les a recrutés? Non. Est-ce que ces gens ont abandonné Kagame qui les donnait les armes et les munitions? Non. Mais ils sont chez nous. Ils sont dans l'armée. Mais nous, avec la naïveté, on croit bien que ces gens sont devenus Congolais, ils sont maintenant au Congo, ils travaillent. Non. Laissez-moi vous dire l'anecdote. Tout Rwandais, là où il est, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Congo, ils sont derrière un projet parce que c'est un peuple. Les Tutsis, c'est un peuple uni. Et ils ont une idéologie de chercher un territoire là où ils seront pour toujours. Ils étaient réfugiés, éparpillés partout au monde. On les a regroupés d'abord en Ouganda. Et de l'Ouganda, ils ont mené une guerre avec les Rwandais. Ils ont occupé les Rwandais. Mais ils ont trouvé que quand ils sont au Rwanda, les réfugiés Hutus continuent à se multiplier. Les Hutus continuent à se multiplier. C'est ça la cause de la présence de Kagame à Brazzaville. Kagame à Brazzaville, il ne vient pas chercher à attaquer le Congo à partir de là. Parce que la communauté Hutu qui se trouve à Brazzaville, ils sont là depuis 98. Et leurs enfants qui sont nés à Brazzaville, ces enfants maintenant sont à l'université. D'autres sont partis aux États-Unis pour faire des études, des grandes études. Une forte communauté Hutu est en train d'émerger à partir de Brazzaville. Et Kagame est conscient de tout ça. Il essaie de sécuriser les arrières. Il vient s'implanter à Brazzaville pour déstabiliser tous les Hutus, pour que les Hutus ne soient pas un jour, et qu'ils ne trouvent pas l'occasion de revenir au Rwanda avec des leaders. C'est pourquoi Kagame vient à Brazzaville. Parce que la petite sœur d'Abiyarimana reste à Brazzaville, l'oncle d'Abiyarimana se trouve à Brazzaville, la grande communauté Hutu intellectuelle se trouve à Brazzaville. Voilà, ça c'est leur revendication. Ils ont réussi à mettre 10 000 hommes dans notre force armée et 3800 sont rentrés, ils ont fait défection pour créer le M23. Ils demandent la loi de l'amnistie. Pourquoi l'amnistie? Qu'est-ce qu'ils ont commis comme crime pour qu'ils cherchent l'amnistie? Et ils l'ont obtenu. Vous avez suivi le président Tshisekedi, le président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a dit au Kenya que ne craignez rien, il n'y aura rien, je ne vais pas vous poursuivre. Là, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils demandent dans leur revendication la loi de l'amnistie. Ils ont commis des crimes abominables. Ils ont égorgé les enfants. Ils ont coupé les seins des mamans.
Ils ont fait des choses qu'on ne peut pas imaginer. C'est pourquoi ils demandent cette amnistie. Les CNDP, ils demandent encore de participer à la gestion, d'observer la bonne gouvernance à tous les niveaux de commandement de notre pays. Donc, du ministre jusqu'au huissier, il doit être représenté pour regarder la gestion de notre pays. Et il demande encore la certification de l'exportation de notre ressources naturelles. Il n'y a pas de ressources naturelles qui peut quitter le Congo sans l'aval de CNDP et non de M23. Ils doivent savoir combien d'or on a exporté, combien de diamants on a pris, quelle est notre capacité de donner à manger à nos populations. Même les haricots, nous pouvons les créer, nous pouvons les exporter. Le CNDP, le RCD demande, le M23, il demande de mettre l'œil sur cette exportation. Voilà, mes chers amis, ce qu'ils demandent. Et ils ont obtenu beaucoup de tout ça. Ils ont réussi à mettre l'air militaire dans notre armée. Ils ont trouvé l'amnistie. Ils ont réussi à avoir le partage de notre pays. C'est seulement, ça restait maintenant la question de matières premières. Et ils étaient en phase de le réussir. Parce que le président Tshisekedi, il a accepté que notre minerai soit raffiné au Rwanda. C'est parmi les revendications. Et il demande que les Rwandais qui se trouvent au Rwanda puissent revenir ici. On ne connaît pas leur nombre, mes chers amis. On ne connaît pas ils sont combien. S'ils veulent que tous les Rwandais puissent venir au Congo, je ne sais pas. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester comme ça les bras croisés, en train d'attendre que les Nations Unies puissent nous aider, que nous puissions trouver la solution. Il n'y aura pas de solution. Leur problème, c'est de trouver un territoire chez nous. Et pour cela, ils doivent nous assujettir. C'est ça ce qu'ils demandent. Donc, il y a une guerre par procuration que les Rwandais nous mènent à travers le M23. Il n'y a pas le M23, il n'y a pas les militaires qui sont au Congo. Leurs militaires sont aux commandes dans notre pays. Parce que tu prends Bistengimana, que tu prends Rouberwa, que tu prends Moïse Nyarugabo qui est au Sénat, que tu cherches Bivegete, que tu trouves l'autre là, il s'appelle qui est à l'état-major général. Tous ces gens sont derrière un seul projet de trouver un territoire là où ils vont rester. Je viens fraîchement de Kinshasa. Je vous dis que quand Kokolo, il n'y a plus un soldat rwandais dans le camp. Ils ne sont pas partis à l'aéroport. Ils n'ont pas traversé la frontière. Ils ne font pas traverser Brazzaville. Mais ils ont déserté leur maison de Kinshasa. Maintenant, ils sont où, ces gens? Ils sont où? C'est-à-dire, l'histoire se répète. En 98, c'est comme ça, ils nous ont fait. Ils ont déserté Kinshasa et ils sont partis se cacher à Lutendele, à Mitendi, en attendant le temps de nous attaquer. Voilà. Après, nous devons savoir que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça ne finira pas aujourd'hui, ça ne finira pas avec le dialogue. Ni les armes ne termineront pas cette histoire. Ça se terminera avec une décision politique courageuse. Cette décision du chef de l'État, c'est de mettre à la retraite prématurée de tous les Rwandais, de tous rwandophones. Ce n'est pas tous les Rwandais, mais tous rwandophones. Qu'ils soient Munyamulenge, qu'ils soient des Rutshuru, qu'ils soient d'où, tous ces gens ont un seul projet. Et c'est ça notre problème. Beaucoup de Congolais disent que nous ne pouvons pas les confondre, on ne peut pas les mettre tous ensemble. On ne peut pas les dire que non, il y a des Rwandais qui sont nés à Kinshasa, il y a des gens qui ne sont jamais arrivés. Tout Rwandais, dites-moi, un seul Rwandais, un seul, je ne demande pas deux, un, qui a une femme congolaise, un seul Rwandais, il n'y a pas, parce qu'ils ont un système de conservation de la race. Leur race doit perdurer, parce qu'en Afrique centrale, ils sont moins nombreux. Ils doivent se multiplier jusqu'à ce qu'ils seront nombreux. Les Congolais, ils marient les femmes rwandaises.
Mais aucun Rwandais, aucun n'a une femme congolaise. Et ici, là, c'est peut-être pour mais pas une femme légitime. Voilà. Et tous ces soldats que vous voyez dans les rangs de CNDP ou bien de M23, c'était des militaires congolais. C'est des militaires formés chez nous. C'est des militaires congolais qui ont fait dissidence et sont partis là-bas. Il y a un qui s'appelle Makanika, qui est maintenant à Minembwe là-bas. C'est un militaire congolais, un officier, un colonel, mais on ne le cherche pas. Il est visible à Minembwe. Ça fait 2 ans, il est en brousse, en train d'entraîner ses amis, ses frères, pour combattre notre armée. L'auditorat militaire n'a pas l'occasion de faire un mandat en vue de recherche pour trouver cet officier. Alors, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Mais non, c'est que les gens de CNDP demandent, ils demandent seulement, les gens de M23, ils demandent seulement que nous puissions les intégrer tous dans notre armée. Et c'est ça le contrôle. Dès qu'ils vont prendre le contrôle de l'armée, parce qu'ils en ont déjà à moitié, parce que je connais Massouzou. Massouzou, c'est un monsieur, je l'ai vu à Ouvira, c'est un gardien de vaches, Massouzou. Il n'a jamais été à l'école, Massouzou. Même l'école primaire, je ne connais pas là où Massouzou a étudié. Et puis Massouzou n'a fait aucune académie militaire. Il est le commandant deuxième région, deuxième zone de défense du pays. Tous les Katanga et tous les Kasaï, c'est lui le chef, le numéro 1. Et qu'est-ce que Massouzou fait? On a des renseignements, on a des amis qui sont là. Les militaires quittent Kigali, bien formés, des commandos. Ils arrivent là clandestinement, Massouzou prend les noms, il met sur la liste, il envoie à Kinshasa, le monsieur est nommé colonel. Et personne ne connaît ce qui se passe là-bas parce que c'est lui le numéro 1. Il n'y a personne qui peut le contredire. Et ça, c'est un seul cas. Ils sont nombreux, il y a nombreux de cas comme ça. Voilà. Maintenant, c'est que le président de la République, notre président, nous l'avons élu ici. Nous voulons qu'il puisse faire quand même quelque chose. Il a accepté tout ça au départ. Parce qu'un président qui n'acceptera pas le projet entre le Rwanda pour donner la nationalité à ces Banyamulenge, pour encadrer ces Rwandais, ce président ne vivra pas. Ne vivra pas. Kagame ne cède jamais. Maintenant, le conflit que nous avons avec Kinshasa maintenant, avec Rwanda, Kigali, le président de la République démocratique du Congo doit redoubler la vigilance maintenant. Doit redoubler la vigilance. Kagame est fâché. Kagame nous a infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Et Kagame ne rate jamais le coup. Kagame n'aime pas l'humiliation. Maintenant, le président Tshisekedi, là où il est, il doit vraiment veiller à sa sécurité. Kagame a promis la mort à Mobutu, il l'a chassé. Kagame a promis la mort à Laurent Désiré Kabila, il l'a tué. Kagame, le jeune, vous vous demandez pourquoi Joseph Kabila, un jeune garçon qui est au pouvoir, avec toute sa force, toute sa jeunesse, il a abandonné le pouvoir. Il n'a pas voulu devenir dictateur parce qu'il avait une menace. Et Tshisekedi est venu. Il a essayé de cajoler Kagame. Ça ne va pas. Maintenant, Kagame a tapé la main sur la table. Il ne peut plus reculer. Tshisekedi ne peut plus reculer. Faisons la guerre au Rwanda. Tshisekedi ne peut plus. Kagame ne reculera plus. Et il va avoir la tête de Tshisekedi. Tshisekedi mange avec Kagame dans son assiette. Il a un monsieur à côté de lui. Je ne peux pas citer son nom. Il n'y a pas Kagame, il n'y a pas ces messieurs. Et c'est un Moulouba. C'est un Moulouba formé au Rwanda. Il a exécuté beaucoup de gens. Tous ces morts à la présidence. C'est ces messieurs-là qui a fait. Kamera a échappé de justesse. Alors, Tshisekedi doit avoir maintenant l'occasion de redoubler sa vigilance et de commencer la formation. Appeler les Quinois, appeler les Congolais de se mettre maintenant,
d'adhérer dans l'armée. L'adhésion massive, maintenant, tous les jeunes, venez, prenez les armes et on va défendre la nation. Kagame, si on l'attaque à Bunagana, on les réussit à Bunagana, on les réussit ailleurs, il va contourner et il va abattre notre président. Parce qu'il n'aime pas, il comprend que c'est Tshisekedi, il est diplomate, Tshisekedi c'est un grand diplomate, maintenant il a essayé de le flouer. Il a floué dans beaucoup de dossiers, alors il commence à mener le M23, une guerre par procuration, pour que nous puissions revenir sur la table. Un mouvement rebelle, qu'est-ce qu'il y a comme objectif? Un mouvement rebelle, c'est un mouvement qui part au pouvoir. Il part, il s'organise pour aller renverser les régimes. Mais le M23 n'a pas l'occasion, il ne veut pas aller prendre le pouvoir. Il cherche la négociation. C'est quel genre de rébellion ça? Quel genre de rébellion vous vous battez en brousse pour chercher une négociation? Pour chercher d'être à table avec le président? Mais non, il y a beaucoup de canaux de communication pour contacter le président, et pas les armes. Donc, ils ne cherchent pas tout ça. Eux, ils cherchent à ce que leurs revendications soient acceptées. Et quand le président ne veut pas, Kagame va les descendre. Il a des gens à l'état-major général, il a des conseillers rwandais. Et je ne sais pas, même dans sa maison, même dans sa cuisine. C'est compliqué. Les jours où il appuiera sur les boutons, on va perdre ces messieurs. Or, c'est un garçon qui est venu avec des idées. Il veut nous aider. Qu'il se range derrière la population. Qu'il se range maintenant derrière la population pour essayer d'appeler les gens, prenez les armes, allons défendre la nation. Voilà mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Je ne peux pas reprendre tout ça parce que au Sud Kivu, c'est chez moi, parce que je suis originaire du Sud Kivu, je suis d'Ouvira. Chez moi, ça brûle, les enfants meurent chaque jour, on ne parle même plus. La mort est devenue comme, c'est comme un slogan. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et tout ça, on demande, il y a des motifs toujours, il y aura des motifs toujours, protéger les Banyamulenge. En 2003, les soldats dissidents des forces armées congolaises, ils ont pris la ville de Bukavu. On les a demandé pourquoi vous venez prendre notre ville. Oh, on veut protéger les Banyamulenge. Et encadré par les unités de l'armée rwandaise. En octobre 1996, quand les Congolais, les Rwandais ont franchi la frontière pour venir attaquer avec notre armée, l'AFDEL, c'était toujours pour essayer de protéger leurs frères. Maintenant, nous serons là comme protecteurs. On va protéger les Rwandais jusqu'où? Il n'y a pas moyen de faire tout ça. Que le président ne puisse plus reculer. Qu'il ne recule plus, qu'il ne participe à aucune négociation. Parce que toute négociation ira en crescendo. Vous amenez une revendication aujourd'hui. Dès que vous gagnez celui-là, ils vont encore amener l'autre. Ils vont encore amener l'autre. Ça va monter jusqu'à ce que nous allons perdre soit le président, soit notre pays. Et ça, nous ne pouvons pas le tolérer. Et aux militaires qui m'écoutent maintenant là, je sais que notre émission est suivie. Nous avons, je vais vous dire ça parce qu'il n'y a plus de secret, on ne peut pas cacher, il n'y a plus de secret d'État ou bien quoi. S'ils veulent défendre la nation, qu'ils défendent le Rwanda. Rwanda, c'est un petit pays de rien du tout. Si nous positionnons, par exemple, si c'était moi le chef d'état-major général, je n'accepterai jamais une négociation et j'irai à la guerre la main nue. Même si on dit qu'on a l'embargo, embargo c'est une fausse histoire. C'est une fausse histoire. Les gouvernements dilapident l'argent. Ils ne veulent pas acheter les armes. Aucun pays n'achète les armes légalement. Il y a des canaux d'avoir les armes partout. Les Juifs, les Russes, les Tchétchènes, il y a des armes qui peuvent arriver à tout moment au pays. Il ne faut pas dire que nous avons l'embargo. Quel embargo? Hein? Quel embargo nous avons? C'est faux, toutes ces histoires d'embargo. C'est sur les papiers. Vous appelez les gens de Tchétchène, vous dites amenez-nous, nous avons besoin de 14 cargos d'armes. Le soir, ça va descendre au pays. Hein? Qui peut vous défendre, qui peut vous empêcher de défendre votre nation? Hein? Qui peut vous défendre de défendre la nation zaïroise? Nous ici, nous sommes des officiers. On a étudié à l'académie militaire à Kananga. Quel parent a donné même 1 centime pour que nous puissions avoir cette formation, la grande formation qu'on a eue, avec des instructeurs belges, avec des instructeurs congolais qui viennent des États-Unis, de partout, qui nous ont formés pour que nous puissions défendre cette nation. Aucun parent n'a donné même 1 franc, même 1 zaïr.
C'est l'argent des contribuables qu'ils nous ont donné pour que nous puissions défendre ce pays si le pays est en danger. Maintenant, le pays est en danger, tous les enfants sont à l'extérieur. D'autres sont là, ils ne savent pas comment faire. Alors, c'est compliqué, on ne peut plus résister comme ça. Et si c'était moi, le chef d'état-major général, tout de suite, à la minute près, je positionnerai 4 brigades à Kamagnola. À Kamagnola, c'est à 2 km de la ville de Tchangougou, de la ville de Bugarama, du Rwanda. C'est à 2 km. Je positionnerai 4 brigades à Bukavu, à Ruzizi 2. C'est à 2 km aussi ou 3 km de la ville de Tchangougou. Je positionnerai 4 brigades à Gisenyi, et non à Goma, Petite Barrière. C'est à 3 ou 4 km de la ville de Gisenyi. Et si ces gens-là osent, j'ordonne qu'on puisse partir avec la population et les militaires. Et ces 152 km, à midi, on se rencontre à Kigali. Parce qu'ils n'ont pas la force de contenir tous les 3 fronts. C'est 152 km pour arriver à Kigali, 90 km à partir de Bukavu, 111 km à partir de Goma. Mais comment nous pouvons être humiliés comme ça? C'est pourquoi je pense à M. l'abbé qui vient de parler là, il n'y a pas longtemps, le monseigneur qui a dit, le monseigneur ne comprend pas la capacité de patience, l'acceptation des difficultés que nous avons. Les Congolais acceptent la difficulté jusqu'à la mort. On peut les torturer, il acceptera jusqu'à ce qu'il va mourir. Et c'est ça qu'il faut changer maintenant. Il faut changer ça. Parce que nous sommes vraiment, maintenant humiliés. Et cette humiliation doit nous donner la force d'aller, d'avancer jusqu'à ce que nous allons arriver. Je crois que c'est ce que je voulais parler maintenant. Je le parle avec un ton un peu de commandement, mais comprenez mon émotion.